Voilà, donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Béatrice Desnoux, ou Desnoux, je ne sais jamais. Béatrice, désolée si Et j'écorche. nous, Non, Desnoux. Béatrice Desnoux, qui se présentera tout à l'heure plus en détail, et Hélène Rio, qui sera là aussi pour témoigner. Et puis, bah voilà, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet pour pas voilà, nous mettre en retard non plus. Alors, hop. Donc moi, je suis Gladys, je travaille dans l'association Petit Cœur de Beurre. Je suis la maman d'une petite Zélie qui a eu une cardiopathie congénitale qui a maintenant 5 ans. Et nous avons avec nous aussi de l'association Gaëlle, qui est la directrice et cofondatrice de l'association Petit Cœur de Beurre. Voilà, donc nous, toutes les deux, on est là plutôt pour animer et on laissera plus la parole à Hélène et Béatrice. Voilà, donc aujourd'hui, la thématique, c'est soutenir le développement des enfants nés avec une cardiopathie congénitale. Et donc, pourquoi est-ce que l'on s'intéresse à cette thématique? Parce que aujourd'hui, maintenant, depuis maintenant une dizaine d'années, on sait que la malformation, la prise en charge de cette malformation, et notamment dans la prise en charge, le fait qu'il y ait une opération plus ou moins tôt dans la vie de l'enfant, et le fait que l'enfant, finalement, il a quand même une période où il peut être hospitalisé, qui peut impacter en fait les mouvements, par exemple, d'un nouveau-né qu'on peut avoir habituellement. La circulation aussi du sang qui va être différente chez ces enfants va finalement impacter le développement de l'enfant. Et donc, tout à l'heure, Béatrice nous l'expliquera très bien, puisqu'il y a plein de nouvelles infos aussi qui nous permettent de mieux le comprendre. Et donc, les études ont montré que 30 à 70% des enfants qui sont nés avec une cardiopathie congénitale peuvent présenter certaines difficultés dans leur développement. Donc, ces difficultés, elles sont voilà, elles peuvent être tout à fait différentes entre les enfants. Certains, ça va être plutôt, on va plutôt les voir apparaître dans la motricité de l'enfant, donc dès son plus jeune âge. Et puis d'autres, ça va être plutôt au niveau du langage ou ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc, c'est plutôt la capacité de s'organiser, la capacité à planifier, voilà, la façon de retenir des consignes, donc plutôt dans les apprentissages scolaires. Donc ça, c'est des choses qui peuvent évoluer en fonction des âges et qui peuvent apparaître en fonction des âges. Et ça, du coup, Béatrice va nous en dire un peu plus aussi sur ces sujets-là. Ce qui est important aussi quand même de retenir, c'est que les études, elles ont montré effectivement ces difficultés, mais elles ont aussi montré une grande capacité de résilience de ces enfants. Voilà, ils ont une histoire de vie qui est quand même à part, qui est spécifique et qui leur donne une certaine force, une certaine capacité à contourner et à vivre avec. Et ça, c'est important parce que je crois qu'il faut avoir beaucoup d'optimisme et d'espoir en fait dans la manière dont nos enfants gèrent aussi ces difficultés qui peuvent apparaître et qui sont bien sûr pas systématiques. Voilà, donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu, mais pour ça, on a fait un infocœur il y a maintenant 2 ans qui explique aussi d'où viennent ces difficultés. Donc, je vous engage à les regarder, vous les retrouverez sur nos sites, j'en parlerai tout à l'heure. Mais surtout de comprendre aujourd'hui comment, en tant que parent, on peut aussi soutenir notre enfant. Parce que oui, bien entendu, il peut y avoir, dans certains cas, il va y avoir un suivi qui va se mettre en place avec des professionnels, mais au quotidien, dans nos activités au quotidien, nous aussi, parents, on peut être acteurs et aider nos enfants voilà, à être stimulés. Donc, c'était vraiment ce dont on avait envie de vous parler aujourd'hui parce que ça va nous permettre aussi d'aider nos enfants à réussir du mieux qu'ils peuvent. Voilà, donc je donne la parole à Béatrice. Béatrice, donc, qui est neuropsy à Marseille. Béatrice, je te laisse reprendre la main et puis te présenter. donc bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce matin et de partager avec vous donc cette thématique sur le dépistage et puis vraiment le soutien parental du neurodéveloppement des enfants avec cardiopathie congénitale. Je suis neuropédiatre à Marseille. Je suis clinicien-chercheur et j'ai eu la chance de me former au Canada durant 2 années. Et j'ai pu découvrir ces cliniques d'investigation neurocardiaque et de construire cette même clinique à Marseille et de voir comment on peut dépister au mieux, comment construire un programme de dépistage et comment accompagner vous, parents, au quotidien dans le soutien du neurodéveloppement de leurs enfants. Donc voilà, je vais débuter très brièvement par une définition des malformations cardiaques congénitales. C'est une malformation qui est très fréquente
Mais à l'intérieur de cette population, eh bien, on a la moitié des enfants qui vont bénéficier d'une chirurgie au cours de la première année de vie. Et 10% très tôt vont avoir une chirurgie au cours du premier mois de vie, une chirurgie néonatale, ce qui constitue effectivement un facteur de risque de troubles du neurodéveloppement, une vulnérabilité. Alors, on sait que durant les dernières années, il y a eu beaucoup de progrès en termes de chirurgie, en termes de prise en soins aux soins intensifs, ce qui a permis un taux de survie très très élevé. Mais le pourcentage de troubles du neurodéveloppement reste extrêmement stable. On va vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Parce que bah, cette cardiopathie, elle impacte le neurodéveloppement très très tôt hein, dans la vie, dès la vie fétale. Et l'amélioration des techniques de chirurgie, de la prise en soins néonatale, ne peut pas tout résoudre. Alors, pourquoi, comment elle impacte le... Alors, attendez, je vais juste enlever voilà, ça pour voir l'ensemble des slides. Donc, comment la cardiopathie impacte le développement du cerveau très très tôt, dès la grossesse. Eh bien, en diminuant le débit sanguin au niveau du cerveau, il y a moins d'oxygène qui arrive au cerveau. Et donc, on observe dès le troisième trimestre une diminution de la croissance du cerveau. Voilà, on voit ici les bébés avec cardiopathie en bleu, eh bien, ils ont un cerveau qui reste dans la norme, mais qui ralentit sa croissance. Et on sait qu'il y a un lien entre le volume du cerveau et le fonctionnement intellectuel plus tard. Se rajoute à ça un ralentissement également de la maturation du cerveau. Là, ici, c'est illustré en fait des cellules qui sont responsables de la maturation, de la myélinisation du cerveau. Hein, on a un ensemble de câbles dans le cerveau et c'est comme des fils électriques, on a des gaines qui se mettent autour. Et c'est la mise en place de ces gaines, elle va être ralentie par la cardiopathie, ce qui vraiment rend le cerveau des bébés avec cardiopathie comparable à celui d'un prématuré modéré. Pour retenir qu'en fait, on a un mois de retard. Et donc, c'est vraiment un cerveau qui est comparable à celui d'un petit bébé qui naît un mois trop tôt. Et puis, dans ce contexte, eh ben, on va observer des petites lésions de la substance blanche. Ici, on voit, dans ce contexte de fragilité, qui vont perturber en fait la mise en place des réseaux. Hein. Vous savez que notre cerveau est en fait un outil extrêmement connecté très très tôt. Hein. Dès la grossesse, il y a plein de connexions qui se mettent en place. Hein. C'est un vrai réseau comme le web. Et l'ensemble de ces mécanismes va gêner en fait la mise en place de ces réseaux. Donc il y a un câblage très tôt qui est différent par rapport à un bébé qui n'a pas de cardiopathie. Et donc, ici, vous avez une représentation de l'ensemble des mécanismes du neurodéveloppement. Alors ça, c'est important qu'on se pose 2 secondes. Qu'est-ce que c'est le neurodéveloppement? Bah, le neurodéveloppement, c'est un processus qui est extrêmement long, qui est continu, qui commence dès la vie fétale. Hein, on le voit là. Là, c'est juste l'embryon, le fœtus. Il y a beaucoup de mécanismes hein, qui sont mis en jeu pour la construction du cerveau et la mise en réseau hein, de notre cerveau. Et donc, je voulais montrer, la cardiopathie, elle impacte très, très tôt hein, la construction de ce cerveau. Et donc, elle va perturber hein, les mécanismes de ce neurodéveloppement. Donc, ça, c'est pendant la grossesse. Puis, une fois que le bébé est né, là, le neurodéveloppement, eh bien, il va s'appuyer sur d'autres mécanismes. Et ça, c'est fondamental. Il va s'appuyer sur l'expérience du bébé. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que le petit bébé, toutes les expériences qu'il va faire, c'est-à-dire les gestes, les sensations tactiles, les interactions avec son papa, sa maman, les perceptions hein, qu'il a de son environnement, eh ben, c'est ça qui va soutenir le neurodéveloppement. C'est-à-dire que le petit bébé a en fait un cerveau qui est mis en réseau, qui a déjà des circuits qui sont capable d'apprendre et qui est connecté avec son environnement. Et son cerveau fait des statistiques. Tout le temps, tout le temps, il fait des statistiques. Il va projeter ses compétences sur le monde extérieur, sur son environnement, qui va lui renvoyer des messages en fonction de ses expériences. Et il va intégrer ces messages pour modeler et faire avancer le fonctionnement de son cerveau. Donc, c'est là que le soutien parental prend tout son sens. C'est-à-dire que vous comprenez bien que dès très tôt, on va le voir, hein, je vais vous illustrer ce principe. Très tôt, le cerveau du bébé va se développer en fonction de ses expériences et de ses perceptions. Et c'est là qu'on voit qu'on va pouvoir moduler hein, ce neurodéveloppement. On va pouvoir
essayer de redresser de cette trajectoire pour la rendre, la normaliser, hein, voilà, et que le neurodéveloppement se passe normalement. Et que les apprentissages surtout, parce que le neurodéveloppement, c'est un concept, mais concrètement, ce qui compte, c'est d'apprendre à marcher, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire et de fonctionner, d'être inclus dans la société et heureux, hein, voilà. Donc ça, c'est fondamental. Donc je vous le disais, le cerveau des bébés avec cardiopathie, il est très comparable à celui des prématurés modérés. Et ça, c'est super intéressant parce que les bébés avec prématurité, on les accompagne depuis bien plus longtemps, hein. C'est-à-dire que les réseaux périnatalité ont développé déjà une grande expertise dans la prise en soin de ces bébés avec prématurité. Et ils ont une trajectoire vraiment neurodéveloppementale comparable aux bébés avec cardiopathie. Donc, de manière plus générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a justement ce démarrage dans la vie, eh bien, il y a certains bébés qui vont avoir des expériences de vie qui sont plutôt difficiles et que les bébés avec cardiopathie rentrent dans cette population de bébés avec différents types d'expériences, que ce soit la prématurité, la cardiopathie ou des infections très précoces ou des malformations du cerveau. Et il y a ce savoir-faire pour certaines populations peut être transposable. Et donc, il y a une richesse dans l'offre de la prise en soin qui est déjà présente et dont il faut se saisir. Et je vais vous donner des exemples. Donc, si on reprend la trajectoire neurodéveloppementale des enfants avec cardiopathie, eh bien, cette trajectoire, on l'a vraiment bien décrite ces dernières années. Ça, c'est un progrès, puisque si on se projette 15 ans en arrière, 10-15 ans en arrière, on la connaissait pas bien, hein. Les sociétés savantes commençaient à alerter en disant attention, il faut suivre ces enfants. Ils n'ont pas une trajectoire normale, mais c'était pas décrit dans le détail, alors on a besoin de la connaître parce que vous savez qu'on trouve ce qu'on connaît, hein. Il faut savoir ce qu'on cherche. Et donc, ce qui est très important, c'est de ne pas minimaliser les petites difficultés dès le départ. Parce que le bébé avec cardiopathie, puis l'enfant, puis l'adolescent, il a un trouble du neurodéveloppement qui est très subtil, hein, qui n'est pas très bruyant forcément, mais qui existe et qui a un impact majeur. Et donc, il faut vraiment alerter, former notre communauté au dépistage et à la détection de ces signes. Alors, ça commence par la motricité. Ben, c'est un petit bébé, un nourrisson, qui va s'asseoir plus tardivement, qui va faire du quatre pattes un peu plus tard. Il y a un décalage. Il va marcher plus tard par rapport aux bébés qui n'ont pas de cardiopathie. De même, la motricité fine, on va voir il y a quand même des difficultés avec beaucoup d'efforts fournis pour arriver à un résultat comparable à un enfant qui n'a pas de cardiopathie. Le langage, on va largement s'intéresser au développement du langage. Là aussi, il y a un retard, des difficultés d'expression. Et puis, les fonctions exécutives, l'attention, qui sont très importantes dans l'apprentissage académique, dans la vie de tous les jours, pour planifier, pour s'organiser. Là aussi, on voit qu'il y a des difficultés. Et dans la socialisation, avec souvent une proportion importante aux troubles anxieux, à la dépression. Et là, on parle de santé mentale et c'est extrêmement important d'être vigilant et de connaître cette fragilité. Donc, c'est vraiment un continuum de retard dont il faut se saisir extrêmement tôt parce que ce qui est très important et très positif, c'est que tout ça est rattrapable et plastique et que si on connaît bien le trouble et qu'on vous donne les clés de soutien, d'autorééducation, et c'est ça qu'on va essayer de faire au cours de cette présentation, eh bien, vous avez un réel pouvoir sur cette trajectoire et sur vraiment les progrès et l'aide que vous allez pouvoir apporter à votre enfant pour l'amener à son plein potentiel développemental. Parce que le défi actuel, il est vraiment d'améliorer cette trajectoire, d'améliorer le neurodéveloppement de ses enfants, l'état de santé global de ses enfants et, in fine, la qualité de vie, hein, des enfants et de leurs parents, de leur famille. Alors, il y a deux stratégies pour améliorer ce pronostic. D'une part, c'est la neuroprotection. Donc, c'est la compréhension des mécanismes qui font qu'il y a un trouble du neurodéveloppement. Et la deuxième stratégie, c'est le dépistage très précoce des troubles du neurodéveloppement et l'intervention précoce. Et c'est là, on va se concentrer sur cette deuxième stratégie qui est vraiment très positive, hein. Et ça fait du bien de savoir qu'on peut dépister très tôt, qu'on peut intervenir très tôt et qu'il y a un réel intérêt à opter
pour cette démarche interventionniste et active. Donc, vous le savez, depuis 2012, l'Académie américaine de cardiologie et de pédiatrie alerte sur la fragilité, la vulnérabilité des enfants, des bébés et des enfants avec cardiopathie et la nécessité de les suivre. Alors, il y a eu différentes recommandations par le CINOC, hein, qui est un consortium international dédié au neurodéveloppement des enfants avec cardiopathie et qui a été soutenu par un journal, Cardiology in the Young. Et donc, l'objectif est vraiment de donner les clés aux professionnels de soins, médicaux, non médicaux, pour identifier précocement les risques de troubles du neurodéveloppement, parce qu'un des principes, ben, c'est vraiment de pouvoir identifier le plus tôt possible ceux qui sont à risque, avant même qu'il y ait le retard, pour pouvoir les coacher, pour pouvoir intervenir et essayer d'éviter la mise en place, la présence d'un retard. Un programme personnalisé, accessible au plus grand nombre, et ça, c'est vraiment notre objectif, qu'on partage avec l'association Petit Cœur de Beurre, hein. C'est vraiment essayer de réaliser un maillage territorial et on va vous expliquer comment on a réfléchi à ça en région PACA. Évaluer les actions menées, ça c'est extrêmement important. Je crois qu'on est dans cette phase, nous, au sein de notre service, de notre laboratoire, d'essayer effectivement, on a mis en place des programmes de rééducation, des programmes intensifs, et on veut évaluer ces actions pour prouver qu'elles sont efficaces et les diffuser très largement. Et définir les éléments pronostiques clés vers l'identification de biomarqueurs. Donc ça, vraiment, c'est voilà, biomarqueurs de toutes les sphères du développement pour dépister plus précocement les enfants à risque de retard. Donc là, ici, très brièvement, c'est juste les recommandations nord-américaines qui ont été publiées en 2020. Et on voit qu'il est recommandé d'évaluer les enfants avec cardiopathie très régulièrement. Euh, et à chaque âge, il y a des compétences bien spécifiques à évaluer, puisque vous savez que le neurodéveloppement, c'est un phénomène dynamique où on va avoir mis en place de nouvelles compétences au fur et à mesure. Et donc, c'est très important de vérifier à chaque étape du développement que tout se met bien en place et que l'enfant va atteindre son plein potentiel développemental. Donc, dans ce sens, on a construit un programme de suivi et de dépistage à Marseille. C'est vraiment le même système qu'à Montréal, qu'au Canada, où on suit les bébés avec cardiopathie dès la naissance. Il y a une information durant la grossesse sur notre programme. Et ensuite, dès que le bébé naît, on va rencontrer les parents et on le suit durant la période néonatale, autour de la chirurgie, et ensuite jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Donc c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire avec des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, psychologues, diététiciennes et cardiologues, neuropédiatres pour accompagner l'enfant et sa famille, hein, on porte une attention toute particulière à proposer un suivi psychologique dès le départ aux parents qui accompagnent les bébés et enfants porteurs de cardiopathie. Alors, on a structuré ce suivi grâce, donc il y a un suivi hospitalier, mais on a voulu qu'il n'y ait aucun oublié. C'est-à-dire que tous les enfants avec cardiopathie, je vous le disais en début de topo, vous avez 50% des enfants qui vont avoir une chirurgie au cours de la première année et 10% à peu près qui vont avoir une chirurgie au cours des 2 premiers mois. Et donc, on a stratifié. On s'est saisi du projet Cocon, qui est un projet expérimentation article 51, qui a été financé par l'ARS, qui est un projet dédié aux soins précoces et coordonnés du nouveau-né vulnérable. Et donc, on a demandé à ce que les bébés avec cardiopathie soient intégrés dans ce projet qui est supporté par 3 régions, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et le PACA, et qui est financé pour 5 ans. Et ce qui est très, très important, c'est que le financement comprend le dépistage, mais aussi l'intervention précoce. Et quand on connaît parfois la difficulté à trouver une offre de rééducation en termes d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychomotricité, eh bien, on est très heureux de pouvoir bénéficier de cette enveloppe avec des personnels non médicaux qui sont associés à ce projet et qui ont signé des conventions et avec qui donc on peut travailler extrêmement facilement. Donc voilà comment on a organisé le dépistage à Marseille. Donc, je vous disais, il y a des nourrissons qui ont donc une chirurgie très tôt, dans les 2 premiers mois de vie.
Ils sont suivis, eux, et dépistés à l'hôpital. On leur propose également de rentrer dans nos programmes de recherche. Et dès qu'il y a le bébé ou le nourrisson est considéré comme un risque de retard et qui nécessite une intervention rééducative, là, on va utiliser le parcours cocon et on va utiliser le carnet de professionnels de rééducation et le financement. Et donc, il n'y a pas l'enfant est tout de suite référé à un programme de rééducation. Pour les nourrissons qui ont une chirurgie entre 2 mois et 1 an, là, le dépistage est confié au réseau périnatal avec des professionnels formés au dépistage de troubles neurodéveloppement. Et de la même manière, s'il y a besoin d'une rééducation, elle est confiée au parcours cocon avec le financement d'ores et déjà acquis. Ce qui permet d'assurer à l'ensemble des enfants avec cardiopathie sur la région PACA un dépistage précoce et une intervention précoce. Voilà, donc là, très rapidement, ce sont, pour vous donner une idée des différents timings d'évaluation, donc à peu près M3, M9, M12, 18 mois. Donc là, au départ, les premiers mois, c'est se concentrer sur le développement neuromoteur. Puis entre 18 et 24 mois, là, on va faire très attention à l'installation du langage, hein. On va le voir qui débute dès l'âge de 12 mois. Et ensuite, les fonctions cognitives, l'attention. Et bien sûr, en fonction donc, du profil de développement, on va proposer une prise en charge très précoce en physiothérapie, psychomotricité, ergothérapie, orthophonie et support psychoaffectif, c'est extrêmement important. On ne néglige aucune sphère développementale. Voilà. Donc là, je vais vous proposer, maintenant qu'on a planté le décor, de se concentrer sur les différentes sphères du développement et de vous expliquer comment vous pouvez intervenir en tant que parent dans la modification de cette trajectoire, comment vous pouvez vous saisir de ces tâches, de cette rééducation précoce en tant que parent. Alors, chez l'enfant avec cardiopathie, je vous l'ai dit, il y a un retard neuromoteur extrêmement précoce. Voilà. Un tiers des bébés avec cardiopathie vont présenter des troubles moteurs. Et on voit que ces troubles moteurs, eh bien, ils sont présents principalement au cours des 2 premières années. Voilà. Ceux qui sont, c'est des troubles neuromoteurs significatifs. Donc, c'est très important d'agir extrêmement tôt. Parce que qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Il y a une participation diminuée aux activités sportives. Donc ça, c'est quand même un impact extrêmement négatif, hein, puisque la santé mentale, le sport, c'est extrêmement relié, hein, et c'est hyper important d'avoir une activité sportive régulière. Et il y a pas de raison que les enfants avec cardiopathie aient une restriction. Et ça conduit également à une mauvaise estime de soi. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, qui est criant. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces enfants, ils ont une trajectoire qui est subtile. C'est pas bruyant, c'est pas le handicap très bruyant. Mais ils sont mis en échec très tôt. C'est-à-dire que on sent que, bah, au niveau moteur, c'est pas des champions. Ça peut être, ils peuvent le vivre comme ça. Ils peuvent le ressentir comme ça. Ah bah j'ai du mal, bah, j'ai marché un peu tard. Et puis après à l'école c'était pas facile de colorier. Et puis j'avais du mal à m'exprimer. Et ça, eh bien ça conduit à une construction négative de son schéma corporel, de sa propre illustration, de son image, de son propre neurodéveloppement. Et là, c'est très, 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 très important de nous intervenir en tant que professionnels, mais surtout à vous, vous qui êtes parents, qui avez un attachement affectif inégalable. Eh bien, vraiment, c'est dans l'accompagnement et dans voilà, ce mantra de lui dire, tu es capable, tu peux, tu es capable, et on est là, et on est avec toi, et on va t'aider. Voilà. Et de vous être convaincu que votre action a un réel impact sur leurs apprentissages. Et donc, je vais vous montrer comment. Donc, en termes de motricité fine, c'est pareil, ce sont des enfants qui ont, dès le départ, une insuffisance scapulaire. Ça veut dire que quand on les examine, on voit qu'ils utilisent moins leurs membres supérieurs. Et peu importe la chirurgie, c'est présent avant la chirurgie. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la période néonatale, c'est avant, comme je vous disais, le câblage, il est différent. Donc, ils utilisent moins leurs mains. Ils ont des petits tremblements distaux. Et ça, c'est hyper important de vous informer là-dessus parce que c'est très subtil. Et à l'école maternelle, ils peuvent être stigmatisés avec voilà, une équipe pédagogique qui va renvoyer une image négative en disant ah, bah, tu galères, c'est plus difficile de faire des tâches minutieuses. Bah oui, mais c'est pas sa faute, hein, c'est vraiment en lien avec la cardiopathie. Donc, des tremblements distaux,
une prise un petit peu immature du crayon, avec donc le crayon qui est pris par la main entière, par la paume, une prise ulnaire des objets, donc ça aussi c'est pareil, c'est une prise immature des objets, et des petits mouvements de bouche quand on fait une tâche où on doit être très concentré, ce qui montre qu'on a des difficultés. Donc ça, c'est hyper important de connaître cette fragilité et de pouvoir la travailler, hein, avec vos enfants, c'est-à-dire ben, de le mettre en confiance, de dire, ben, je sais que c'est un peu difficile, mais on va s'entraîner. Donc de faire des petites tâches minutieuses avec lui, et c'est à force d'entraînement que ça va être beaucoup plus facile pour lui. Il y a également un conseil que je tiens de l'équipe d'ergothérapie de Montréal, où depuis à peu près 2 ans, là maintenant, ils font faire la brouette aux enfants. C'est-à-dire que vous prenez votre enfant par les pieds et vous lui faites faire la brouette. Ça va renforcer ses membres supérieurs et ça va vraiment l'aider justement dans cette motricité fine et la réalisation de tâches bimanuelles minutieuses. Donc Excuse-moi, ça, Béatrice, juste tu peux nous préciser la prise ulnaire, ce que tu entends par ulnaire, enfin comment on peut le repérer précisément? alors en fait, vous allez avoir l'impression que votre enfant est extrêmement maladroit quand, par exemple, vous voyez sur la petite photo, il va prendre ses ciseaux et vous allez objectiver qu'en fait, il a une prise extrêmement maladroite et il se contorsionne pour découper, par exemple, une feuille ou peu importe. Vous allez vraiment avoir une impression de maladresse et de torsion, de contorsion pour faire les tâches. D'accord, merci beaucoup. Voilà, ok. Alors, concernant la rééducation motrice, donc ces enfants, il faut les dépister très tôt parce que c'est vraiment une évaluation professionnelle qui va nous dire, ah, bah, là, bon, nous on utilise une échelle, mais on peut former tous les professionnels de santé à le faire très rapidement, c'est vraiment pas compliqué. Et on va repérer les enfants qui sont à risque de retard neuromoteur. Ce qui va nous permettre de leur proposer une rééducation en kinésithérapie. Et là, donc, je vous expose sur cette figure un enfant qui n'a pas besoin de kinésithérapie, qui a des bons scores neuromoteurs, et un enfant à 4 mois, des enfants qui ont des difficultés qui sont identifiées comme avec un retard ou à risque de retard. Là, on voit deux trajectoires différentes. Ici, le petit triangle, c'est celui qui a eu une intervention régulière en kinésithérapie. Et on voit qu'à 12 mois, entre 12 et 24 mois, il a une ascension mais extraordinaire et un rattrapage du développement neuromoteur extraordinaire. Alors que ici, la petite croix, c'est une intervention occasionnelle. Voilà. Et ici, on voit que le rattrapage est bien plus lent et il est inférieur à celui qui a eu une prise en soin intensive. Donc, il y a vraiment une amélioration significative des compétences motrices et des nourrissons avec une rééducation intensive. Donc ça, c'est la base de l'auto-rééducation. C'est-à-dire que vous allez avoir votre séance de kiné hebdomadaire. Et là, il faut changer les mentalités. Cette séance de kiné, elle est OK pour vous guider, mais elle est insuffisante. Donc, il faut vraiment accompagner votre enfant dans son développement et il faut que vous demandiez à votre kiné de vous donner des exercices d'auto-rééducation. Et il faut faire des séances de kiné avec votre enfant à travers le jeu au quotidien. Et c'est ça qui va vraiment permettre de changer la donne, de changer le jeu, hein. C'est hyper important. Et c'est dans la motricité libre. Donc, c'est pas compliqué, hein. On va le voir, je vais vous donner des exemples ensuite de mise sur le ventre, mais c'est jouer avec son bébé, c'est l'accompagner dans ses expériences en motricité libre, hein. C'est-à-dire le placer au sol et jouer avec lui, interagir avec lui. Vous allez voir que vous allez favoriser les retournements. Vous allez favoriser en position ventrale la tenue de tête et puis la mise en quatre pattes et la motricité parce que vous êtes un élément extrêmement stimulant. Il vous voit dans son champ de vision et il va avoir envie de venir vers vous, plus que n'importe quoi et plus que de son kiné. Donc ça, c'est vraiment, je crois, un changement des mentalités radical où maintenant, bah, on ne remet pas la rééducation de son enfant au professionnel, mais on est acteur. Voilà. Et acteur, on ne remplace pas, hein, c'est un acteur dans un rôle très particulier qui est un rôle du jeu, hein. Vous gardez votre rôle de parent, c'est dans le plaisir, dans le jeu et dans l'interaction affective, et ça fait faire des progrès vraiment incroyables. Voilà, donc j'en viens à cette position ventrale. Donc ça, c'est, vous voyez, un petit nourrisson de 4 mois qui est mis en position ventrale. Là, c'est donc l'équipe de Sainte-Justine, Manuela, qui est kinésithérapeute. Et ce qu'on a pu montrer, qu'on a publié en 2017, c'est que les bébés avec cardiopathie,
eh bien, ils sont moins bons sur le ventre que les bébés qui n'en ont pas. Donc, ça montre bien qu'il y a un marqueur hein, de ce développement. Il y a vraiment des difficultés à se positionner sur les avant-bras, à se relever, vous voyez, comme fait ce petit bébé qui n'a pas de cardiopathie. Et ce qu'on a pu montrer et qui était vraiment passionnant, c'est que les petits bébés à 4 mois avec cardiopathie qui ont de bonnes compétences sur le ventre, donc c'est-à-dire là, comme ce bébé, qui est capable de prendre appui sur les avant-bras et qui, vous voyez, il a le coude en avant des épaules, et bien ceux qui ont des bonnes compétences sur le ventre, ils vont faire du quatre pattes entre 8 et 12 mois et ils vont marcher normalement entre 12 et 18 mois. Donc vraiment, ça nous est apparu comme un biomarqueur, un facteur prédictif de la marche acquise à 18 mois. D'accord? Donc les compétences du bébé sur le ventre sont un facteur prédictif de la marche acquise. Moi, quand je suis en clinique, ça me permet, j'adore cette position parce que à 4 mois, je vais être capable de dire aux parents, OK, là, il est super bon, d'emblée, il se redresse. Vous voyez, là, c'est très joli. Il a vraiment les coudes en arrière des épaules. Ça aussi, c'est une position qui est correcte, qui montre que ça va. Et donc là, on est vraiment rassuré. On se dit, OK, ça va le faire. Il a un développement neuromoteur normal. À l'inverse, si j'ai un bébé qui n'a pas de bonnes compétences, ben là, on va mettre le turbo et on va rentrer dans une rééducation très intensive et on va réussir à redresser la barre. Voilà. Entre 4 et 8 mois, hein, comme c'est l'article que je vous montrais, qui est également publié par Sainte-Justine, c'est extrêmement important, entre 4 et 8 mois, d'avoir une prise en charge intensive, une rééducation intensive. Et donc, ce qu'on a montré en plus, c'est que cette position ventrale, elle influence beaucoup plus que les autres le développement neuromoteur. Donc, le positionnement, la posturation sur le ventre, elle est plus importante que la position assise, elle est plus importante que la position debout pour le développement neuromoteur. Donc, c'est vraiment, voilà, vous pouvez observer vos enfants, vous pouvez vous dire, ah bah là, il est super fort, on continue. Là, il a des difficultés, ok, je vais demander à être référé et à bénéficier d'une rééducation intense. Voilà. Et donc, on a monté un projet pour un projet de recherche interrégional qui va nous permettre d'observer l'impact d'un coaching parental sur ce positionnement, cette posturation sur le ventre très tôt. Voilà, donc ça, c'est une étude qui va démarrer l'année prochaine. Et on va faire deux groupes. Un groupe de parents qui bénéficient d'un coaching avec des vidéos où on montre comment on posture le bébé sur le ventre avec un accompagnement proactif pour montrer comment ce coaching peut améliorer le développement neuromoteur des enfants. Voilà, pour vraiment essayer de diffuser l'importance de cette posturation sur le ventre très tôt, hein, parce qu'on pense qu'il faut les mettre sur le ventre dès la sortie du bloc opératoire pour jouer sur la plasticité hein, de ce système sensorimoteur, améliorer le développement neuromoteur et impacter le pronostic développemental global. Parce que ça, c'est très important. Il faut comprendre que le développement moteur, c'est ce qui va permettre à votre bébé d'explorer son environnement. Et l'exploration de son environnement, eh bien, elle est fondamentale pour développer son langage, par exemple. Parce que j'explore mon environnement, je vois un objet, mon papa ou ma maman est en train de me dire, ah, bah, tu vois, ça, c'est un ballon. Ça, c'est un ballon. Et je commence à me dire, ah, ok, un ballon, c'est ça le ballon. Et je vais apprendre un nouveau mot. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va voir avec le langage. Donc, c'est extrêmement important d'intervenir extrêmement tôt pour tout l'avenir et l'ensemble des sphères du développement. Voilà, donc je vous le disais, maintenant on va se concentrer sur le langage oral, qui est une sphère passionnante et là aussi extrêmement plastique. Vous avez un vrai rôle à jouer dans l'apprentissage de la langue maternelle. Alors, très brièvement, on le sait, les enfants avec cardiopathie congénitale, ils ont un retard de langage. Ce retard de langage, il est principalement expressif. Je pense que vous avez l'expérience de votre enfant qui comprend tout, mais qui a du mal à s'exprimer. Ça, c'est caractéristique des enfants avec cardiopathie. Mais cette difficulté d'expression, elle a un impact sur le rendement académique, hein, c'est difficile à l'école. On a des difficultés pour communiquer. On est frustré. Ça impacte nos interactions sociales. Et là encore, ça impacte également l'estime de soi. Donc, c'est extrêmement important d'agir. Et là aussi, nous, dans notre pratique, ce qu'on cherche, c'est à identifier des biomarqueurs précoces de ce retard langagier qui nous permettent
de détecter les enfants qui sont à risque et de les rééduquer avant même que le retard s'installe. Donc ici, très très brièvement, c'est juste cette image-là sur laquelle j'aimerais qu'on se concentre. C'est de comprendre que les réseaux du cerveau qui sont dédiés à l'apprentissage de la langue maternelle, ils sont présents dès la naissance. Voilà, c'est uniquement cette info que je voudrais qu'on retienne. C'est-à-dire que si on met ici un petit bébé dans une IRM fonctionnelle et qu'on lui fait écouter du son de parole, eh bien, il va activer les mêmes régions que l'adulte. Donc, ça démontre bien que dès que le bébé est né, il est en milieu extra-utérin, eh bien, son cerveau est prêt à apprendre à parler, à apprendre sa langue maternelle. Et là, ici, une expérience incroyable où on met un petit bébé, on fait un électroencéphalogramme, donc on enregistre l'activité du cerveau du bébé, et puis on l'expose à un son de parole, vous voyez, plein de syllabes à la fin. Et ben, son cerveau, très rapidement, va faire des statistiques et va être capable de déterminer, en termes de fréquence, quelles sont les transitions entre les mots, les fins de mots les plus probables. Et en quelques minutes, il va être capable d'extraire des syllabes et d'extraire des mots. Donc, dès qu'un bébé naît, il est capable il commence à apprendre sa langue maternelle. Il entend du son et son cerveau va traiter ce son et il va commencer à faire des statistiques et à se dire, ah ok, mais il faut que je segmente ce son comme ça, j'extrais des syllabes et puis hop, 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 je suis capable d'extraire des mots. Et ensuite, c'est les premières étapes de l'apprentissage de la langue maternelle. Donc, vous voyez, on commence très, très tôt. Et donc, comment ça fonctionne, l'apprentissage du langage? Ben, comme je vous disais, on commence à encoder des syllabes. Au départ, on entend blablabla, et puis on est capable ensuite, sur notre cerveau, de dire bah là, c'est ba, da, fo, mu, bi. Et donc, cette perception du langage, elle est hyper importante parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite d'acquérir des nouveaux mots. Et donc, nous, en tant qu'enfants, comment on a appris des nouveaux mots de vocabulaire? Eh bien, on a appris des paires minimales. Alors, vous voyez, là, ici, par exemple, c'est un exemple de balle et dalle. Ce sont deux objets qui ont une signification extrêmement différente. Hein. Une dalle et une balle, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ce sont deux mots qui se différencient uniquement par une syllabe, ba et da. Donc on peut imaginer que si on a du mal à encoder correctement le langage très très tôt, hein, ce qui est possible en contexte de cardiopathie, ben, on va avoir du mal à acquérir de nouveaux mots. Voilà. Et donc nous, en tant que parents, en tant que professionnels, il va falloir aider l'enfant, renforcer dans l'acquisition de ces nouveaux mots. Donc il y a une vraie guidance parentale à faire très très tôt. Il faut parler à fond à vos bébés. Il faut plus qu'aux autres. Voilà, c'est ça la rééducation, c'est ça l'intervention, l'auto-rééducation. Il faut vraiment parler et accompagner de gestes les nouveaux objets, les nouveaux mots, parce que l'attachement affectif qu'a votre enfant, euh, pour vous, parents, va lui permettre de vraiment mieux apprendre. Donc, il faut accompagner les enfants dans leur apprentissage. On va voir ça plus en détail. Donc là, nous, c'est ce qu'on essaie d'étudier dans notre laboratoire. On a donc toute une équipe. Là, ici, ce sont mes étudiants. Et puis le docteur Clément François, avec qui on collabore sur ce projet, qui est chercheur en neurosciences cognitives au laboratoire Parole et Langage. Et on essaie de comprendre comment les bébés avec cardiopathie, ben, très tôt, traitent le son de parole, comment ils encodent, comment ils commencent à apprendre à parler et comment ensuite ils vont apprendre des nouveaux mots. Donc là, voilà, c'est juste pour vous montrer ce qu'on fait maintenant, pour essayer de mieux comprendre. On leur fait un petit électroencéphalogramme, on étudie comment leur cerveau traite le son très très tôt. Et ensuite, on va également faire des tâches comportementales pour essayer de comprendre comment un bébé avec cardiopathie ou un bébé prématuré modéré apprend un nouveau mot. Donc, on va lui montrer des objets qu'il connaît, un avion, un ballon, et puis des objets qu'il ne connaît pas, pour le mettre en situation d'apprentissage d'un nouveau mot. Et donc là, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a pu voir? Eh bien, on observe comment, quand on lui dit le nouveau mot, combien de temps il met pour regarder l'écran avec le nouvel objet. Et ce qu'on a pu voir pour les prématurés modérés, ce qui est comparable, hein, je vous l'ai dit, ils ont une trajectoire comparable, c'est que les prématurés modérés, eh bien, ils ont du mal avec les nouvelles associations. Voilà. C'est difficile pour eux, comparé au nouveau-né à terme, de réaliser cette association entre un nouveau mot et un nouvel objet.
Donc, nous, on est en train d'étudier ça chez les bébés avec cardiopathie. On pourra bientôt vous montrer des résultats. Mais on s'est servi de ce résultat, voilà, de ce trait, de cette caractéristique pour nos enfants avec cardiopathie. Et donc, vraiment leur expliquer que oui, les enfants avec cardiopathie, comme les prématurés modérés, ils ont des difficultés pour apprendre des nouveaux mots. Donc, il faut les aider. Et ça marche. Il faut vraiment, au départ, c'est difficile parce que c'est très théâtral, ça demande beaucoup d'énergie de à chaque fois accompagner. Oh là là, regarde ce téléphone, c'est un téléphone. Mais c'est hyper important de renforcer le lien entre le mot et l'objet, hein. On renforce avec l'affect qu'on a en tant que parent, hein, l'attachement qu'on a avec notre enfant, la connexion entre le mot qu'on entend et l'image et l'objet. Et on va réussir à améliorer l'apprentissage, à améliorer le niveau de vocabulaire de nos enfants avec cardiopathie. Donc c'est au quotidien, vraiment, raconter des histoires et renforcer ce lien entre le mot et l'objet. Et ce qu'on a pu montrer également à Montréal, très rapidement, c'est que les enfants avec cardiopathie, si on regarde leur niveau de communication gestuelle à 12 mois, avec une échelle de MacArthur, donc OK, il y a des échelles qui sont dédiées à ces observations, mais on peut très bien regarder, nous, en tant que professionnels et en tant que parents sans échelle, comment notre enfant communique. Eh bien, le niveau de communication non verbale, gestuelle, est corrélé au score de langage euh, expressif à 24 mois. D'accord? Donc très tôt, hein, ça veut dire que vraiment ce résultat, je vous le montre parce que ça veut dire qu'à 12 mois, hein, c'est déjà prédictif de ce qui va se passer à 2 ans. Donc c'est très important d'agir le plus tôt possible, hein. On parle à son bébé et on est dans la communication non verbale aussi. On accompagne les mots, les objets de gestes, hein. Et il y a vraiment une corrélation, hein. C'est pas juste on vous dit, OK, il faut s'investir, il faut rééduquer. Non, c'est prouvé, hein. Ça marche. C'est associé, hein. Ça commence très tôt et c'est plastique. Il y a un réel impact de cette rééducation au quotidien. Voilà, donc les gestes communicatifs, c'est un marqueur prédictif très précoce du développement du langage. Et donc vraiment rééducation orthophonique précoce, mais guidance parentale. On le sait, c'est très difficile de trouver un orthophoniste, surtout très tôt en France, parce que les mentalités n'ont pas encore bougé, et donc c'est difficile. Il y a pas mal d'orthophonistes encore qui vous disent: «Ah mais non, mais là, à 12 mois, c'est beaucoup trop tôt, on ne commencera pas avant 3 ans». Moi qui fais cours aux écoles d'orthophonistes, je me bats contre ces préjugés. Non, il y a pas d'âge, il n'y a pas de limite, c'est jamais trop tôt pour commencer. Et surtout, on n'est pas obligé d'attendre une prise en charge orthophonique. Il faut commencer en tant que parent tout de suite à soutenir l'apprentissage du langage chez nos enfants. Donc, voilà, il y a probablement une altération précoce de la perception du son de parole. C'est très important de suivre ces enfants dans leur acquisition du vocabulaire, d'identifier précocement ceux qui sont à risque et de manière générale d'intervenir précocement. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Donc ensuite, votre enfant grandit et c'est la mise en place de fonctions exécutives de l'attention, comme disait Gladys. Ces fonctions, elles sont très importantes puisqu'elles vont permettre des apprentissages académiques, elles vont permettre de suivre en cours, elles vont permettre aussi de s'organiser, d'être capable de programmer, hein, une différente suite d'actions pour arriver à un objectif. Et donc, on imagine bien que dans la vie au quotidien, ce sont des fonctions qui sont fondamentales. Effectivement, 50 à 70% des enfants avec transposition des gros vaisseaux, par exemple, ont un déficit de ces fonctions exécutives, malgré une intelligence tout à fait normale. Et donc là aussi, c'est extrêmement important de le savoir et de les soutenir, c'est-à-dire euh, d'être évalué par une équipe de neuropsy, de neuropsychologues, de neuropédiatres ou de psychologues scolaires qui va tester votre enfant, qui va permettre d'objectiver ce déficit attentionnel et de suivre les recommandations. Donc, c'est très simple, il y a des règles de bonne pratique, c'est-à-dire qu'en milieu scolaire, ben, c'est forcément mettre votre enfant au premier rang, essayer de limiter les distracteurs, donc vraiment essayer de faire un environnement d'apprentissage extrêmement efficace, et puis d'essayer de privilégier, en fonction de son fonctionnement intellectuel, des consignes qui sont plutôt visuelles ou auditives. Enfin, c'est vraiment sensibiliser l'équipe pédagogique aux caractéristiques du fonctionnement intellectuel de votre enfant pour concrètement potentialiser ses apprentissages.
il faut être effectivement très vigilant parce que l'atteinte de ces fonctions exécutives, c'est une fragilité en termes de cognition sociale. Ça veut dire en termes d'échange avec ses pairs. Ça peut aussi porter plus facilement des troubles d'anxiété, de dépression, qu'il faut savoir reconnaître et mettre en lien avec la cardiopathie. Ça aussi, ça soulage, hein. Quand on se dit, bon, mon enfant a une fragilité, en plus il est anxieux, il y a un trouble de l'humeur, c'est très important pour lui aussi de lui expliquer qu'il n'est pas responsable, hein, et que tout ça est en lien avec la maladie qu'il a. Ça peut être aussi difficile de prendre des décisions. Ils peuvent adopter des comportements à risque et, non, et quand ils sont plus grands, être un peu en opposition aux recommandations médicales. Et donc, c'est important que ça soit vraiment une équipe pluridisciplinaire qui prenne en soin ces enfants et adolescents. J'ai à cœur de vous parler de l'importance de ce fonctionnement intellectuel, de l'éducation, des loisirs, parce que c'est pas à négliger, c'est extrêmement fondateur, hein, dans la vie d'un enfant, d'un adolescent. Et donc, il faut être très vigilant, parce que, je vous le disais depuis le début, c'est un continuum de retard. Ça peut être fin, subtil. C'est 85% d'enfants qui vont avoir une scolarité normale, mais il faut quand même se référer à la population générale où c'est 97%. Donc, il faut quand même, voilà, être extrêmement vigilant et conscient que même si ce sont des troubles du développement intellectuel qui sont légers, mais ça a un vrai impact sur le fonctionnement dans la vie de tous les jours et l'inclusion sociale dans notre société. Quand on a un quotient intellectuel plus bas, on a une atteinte des fonctions exécutives plus fréquente. Il y a vraiment besoin d'un soutien éducatif important. Il faut savoir expliquer à l'équipe pédagogique ce qui se passe. Ça, c'est très, très important. On est là pour vous aider à trouver les mots, hein, et pour vous soutenir aussi dans cette transmission de la situation. Et quand on a un QI plus bas, on a également une participation diminuée aux activités de loisirs. C'est quand même dommage, c'est quand même extrêmement, voilà, impactant de se dire que j'ai un fonctionnement intellectuel plus difficile et donc je vais moins participer aux activités de loisirs. Là aussi, il y a un combat à mener. Très important d'intégrer nos enfants dans ces activités de loisirs. Et là, une étude qui, pour moi, est vraiment extraordinaire, qui prouve scientifiquement l'importance de cette stimulation parentale qui est notre propos aujourd'hui. On voit qu'il y a une corrélation, il y a une association entre la stimulation parentale, donc l'implication du parent, hein, auprès de son enfant dans ses apprentissages, donc ça veut dire dans la lecture, lire avec votre enfant des histoires, l'accompagner dans le visionnage de films, les expositions, les activités de loisirs, du sport avec votre enfant. Eh bien, on voit qu'il y a une amélioration des scores cognitifs dès l'âge de 22 mois. C'est extraordinaire. Donc vraiment, ça montre euh, tout le pouvoir que vous avez dans le soutien et la rééducation de votre enfant. Hein, voilà, j'espère vous avoir convaincu, on va en discuter ensuite. Et en termes de socialisation, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est pareil, il faut accompagner la santé mentale de votre adolescent. 50% des enfants vont avoir des difficultés de cognition sociale, une fréquence plus élevée de troubles anxieux, de dépression. Il faut être là pour le dépister, pour le traiter très tôt. Vous avez l'information, le savoir, c'est le pouvoir d'agir et de se référer à des professionnels de santé pour améliorer la santé mentale de votre enfant. Donc, en conclusion, l'idée très très importante est à diffuser au maximum. Il n'y a pas de rattrapage d'un développement normal. C'est un continuum de retard. Donc, on ne peut pas être rassuré, il faut agir. Il faut intégrer au maximum les bébés et les enfants dans des programmes de suivi longitudinal avec intervention précoce. C'est nécessaire, c'est indispensable. Et des programmes d'intervention précoce non pas hospitaliers ou purement menés par des professionnels de soins, mais par vous. Voilà. Il y a effectivement une importance du dépistage, du trouble du neurodéveloppement, des comorbidités psychiatriques avec une proposition d'un programme rééducatif personnalisé et adapté aux besoins de votre enfant. Mais vraiment, il faut adhérer en tant que parent à ce programme. Vous êtes acteur et c'est également force de proposition que de faire équipe avec vous et dans cette résilience euh, extraordinaire qu'ont les enfants avec cardiopathie. Et vous aussi, famille, il faut se saisir de cette force incroyable pour amener les enfants à leur plein potentiel neurodéveloppemental, préparer leur intégration scolaire et vraiment, dès le départ, les amener à une meilleure estime d'eux-mêmes, à une meilleure visualisation de leur potentiel pour améliorer leur qualité de vie. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est que bientôt, j'espère, avec
un accès plus étendu au programme de dépistage à la rééducation, ben, on est un de meilleurs indicateurs de cette qualité de vie chez ces bébés et ces enfants et leurs familles. Voilà. Et donc, c'était toute notre équipe qui est à la base de ce travail et je remercie tous nos patients et nos familles. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Béatrice. C'était hyper intéressant et je crois très concret. Donc, j'espère que ça va pouvoir aider les parents, les futurs parents aussi de bébés, mais aussi les parents de plus grands avec notamment la partie fonction exécutive. Donc, voilà, je suis sûre que beaucoup pourront voilà, changer aussi et devenir acteurs grâce à cette vidéo. Donc, merci, Béatrice. Merci à vous. Est-ce qu'on prend quelques questions maintenant, Gaëlle, ou on enchaîne sur le témoignage que tu... Juste une question, Béatrice, merci pour cette intervention. Je pense que beaucoup de parents qui sont dans la salle, et moi la première, retrouvent leur enfant dans beaucoup de points que tu as abordés. On a vu notamment beaucoup dans le plus jeune âge, et tu es intervenu après sur la partie un peu plus âge plus lointain. Là, on a une question. Alors, pardon, c'était en privé dans le chat, donc je me J'ai vu, permets de j'ai vu, relayer quand même l'information. j'ai On a vu. enfin, un parent qui s'interroge sur elle rentre pas dans les cases d'une orientation vers une PCO parce qu'elle a 6 ans et surtout, c'est un problème du point de vue affectif et social. Quelles sont les ressources, hormis PCO, qui par ailleurs s'arrête à 7 ans, même s'il y a des PCO maintenant plus de 7 ans qui se créent? Mais quand c'est vraiment d'un point de vue affectif et social, bah, c'est vrai que quand on a un problème de psychomotricité, on se dit on va aller voir un psychomotricien. Hmm. Affectif et social, on fait quoi? Alors, il faut avoir recours à une psychologue. C'est déjà le cas. Mm. Elle a déjà une. Alors, après, c'est difficile de répondre comme ça parce que c'est Bien sûr. assez vague voilà, comme tableau. Ben, c'est déjà le cas. Alors après, ça dépend. Est-ce qu'il y a une thérapie cognitive et comportementale qui a été mise en place? Ça dépend de la fréquence de consultation de la psychologue. Moi, quand il y a comme ça des difficultés affectives, d'attachement, d'abord, c'est très important d'avoir une prise en charge extrêmement régulière. C'est pas Mm. une fois la psychologue, c'est toutes les semaines. C'est un travail un travail continu. Après, euh, j'ai vu que la psychologue, c'est cette dame qui est en train de répondre sur Oui, le tout chat. à fait. Oui. Mm, Ouais. La psychologue voulait exclure. Alors, je pense que ce qui est important, si vous êtes dans une démarche, vous voulez exclure un trouble du neurodéveloppement. Alors, à 7 ans, on est dans le trouble du développement intellectuel. Votre petite fille, j'imagine qu'elle fonctionne correctement à l'école, puisque c'est un trouble affectif. Donc, très probablement, elle a un fonctionnement intellectuel normal. Vous pouvez très bien la faire tester par la psychologue de l'école. Hein, l'accès est plus facile qu'à celui d'une neuropsychologue. Souvent, les neuropsychologues, il y a plus de délais d'attente, donc on peut demander la réalisation d'un bilan neuropsychiatrique, neuropsychologique avec un test de fonctionnement intellectuel. Mais si elle fonctionne bien à l'école, que les résultats académiques sont OK, mais que c'est plutôt une fragilité dans la socialisation, dans la gestion des émotions, et ça, c'est vraiment... Voilà. Alors après, avec ce que vous avez entendu ce matin, c'est peut-être rassurer votre psychologue en disant, il n'y a pas de trouble du développement intellectuel, il n'y a pas de trouble du neurodéveloppement, il y a vraiment un trouble de la relation, un trouble affectif, et c'est connu dans la maladie de ma fille. Donc, soyez rassurés et on peut démarrer un travail de thérapie cognitive et comportementale. Et c'est un travail qui doit se faire c'est un travail de longue distance avec des consultations extrêmement régulières. Hein. C'est une consultation par semaine avec là aussi hein, la guidance. Donc c'est rentrer dans l'univers de son enfant, essayer de le rassurer, de travailler de concert avec la psychologue. Ouais, de mettre des mots, effectivement, de Oui, mettre des mots aussi sur les émotions, parce que ça, c'est vrai, ça fait expliquer. partie de la Ouais. guidance. Et expliquer à votre fille que bah, ce qu'elle ressent, sa gestion des émotions, c'est pas elle qui est responsable de ça. C'est que bah, la cardiopathie a fait que son câblage, il est différent pour le moment, mais qu'on peut travailler dessus. Hein. C'est hyper important. Je voyais, il y avait des messages de parents qui disaient, je culpabilise, moi, mon enfant est plus grand. C'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Là, forcément, on parle de programmes tôt parce qu'on propose maintenant des programmes à des bébés. Mais vous êtes toujours acteur et la plastique, elle est là. Hein.
il faut y croire et vraiment être dans une dynamique très positive et tourner vers l'avenir. Merci Béatrice. Merci Béatrice. Du coup, je vous propose maintenant d'écouter peut-être le témoignage d'Hélène, donc maman d'Iris, qui a une dizaine d'années maintenant, et donc qui a eu la chance de vivre au Canada. Donc Hélène, je te laisse nous en dire plus. Oui. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous et je suis ravie d'avoir entendu Béatrice ça m'a rappelé beaucoup de choses sur mon parcours et sur le parcours de ma fille surtout. Je suis Hélène, j'habite à Rennes et on est revenu du Canada en 2018 et on y a vécu 10 ans. Je suis aussi bénévole de l'association Petit Cœur de Beurre depuis avril 2021. Iris, elle est née en 2014 à Montréal, donc elle a le même âge que son petit cœur de beurre. Et elle est née un an après la création de la clinique neurocardiaque à Montréal. Donc elle fait partie des 100 premiers bébés qui ont été pris en charge d'un point de vue pluridisciplinaire à Montréal. Elle est née avec un canal atrioventriculaire complet. Donc, pour faire très schématique, la CIA, CIV et une communication au centre du cœur avec une anomalie des valves. Donc voilà, puis le côté très technique. On a eu l'annonce 2 jours après la naissance. Donc toute cette partie de vie fétale avant, on suspectait un retard de croissance, mais sans rien d'autre à côté. Donc effectivement, il y a eu l'annonce et on était très focalisé sur le cœur et uniquement sur le cœur comme le cardiologue. Et c'est à l'annonce de l'opération, de la chirurgie, qu'on nous a parlé de la clinique neurocardiaque et qu'on a eu la deuxième annonce du coup de tout ce qui pouvait arriver comme trouble de neurodéveloppement sur lequel on n'avait absolument pas pris conscience. Donc, en fait, ça s'est avéré être une chance d'avoir cette clinique. Et tout ce qu'a dit Béatrice sur l'importance du rôle des parents, il est effectivement fondamental. Parce que nous, on a eu, donc Iris, donc tout s'est bien passé, l'opération, et après, après la chirurgie, tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est là qu'on a découvert les problèmes de motricité, les problèmes de langage, les problèmes d'oralité. Et, je pense donc elle a été opérée en septembre et en 15 jours après, on était convoqué à la clinique. Et c'est là que toutes les équipes ont pris le relais. Donc, on a eu une après-midi de 3 heures de rendez-vous avec chacun des spécialistes pour faire le bilan. Et ensuite, on a eu un questionnaire alors, on avait déjà eu un questionnaire aux 2 mois, mais on a eu un questionnaire aux 4 mois, aux 6 mois, aux 8 mois, aux 12 mois. Et le questionnaire qu'on recevait chez nous, avec une série de questions qui sont toujours les mêmes, très simple en plus comme questionnaire, permettait aux spécialistes de situer, donc sur ce qu'a dit Béatrice, la motricité, le langage, etc., de situer comment était Iris, si elle était dans la zone noire, dans la zone grise, pour la faire passer, après les rendez-vous, pour la faire passer, pour améliorer les résultats et puis qu'on rattrape les retards. Et tout est rattrapable, c'est ça qui est génial. Euh, donc voilà, on avait des retards de motricité fine et motricité je ne sais pas comment dire le mot, mais plus globale, effectivement, le quatre pattes, les déplacements. C'est la fréquence des rendez-vous en physio qui a fait qu'en moins de 6 mois, on a rattrapé le retard. Et Manuela, que vous avez vu tout à l'heure, était la physio d'Iris et c'est elle qu'on a rencontrée 2, 3 fois par semaine pour rattraper. Puis c'est toujours dans une position un peu difficile comme parent. Elle prenait Iris après la chirurgie, elle la mettait sur le ventre et nous on se disait non, la cicatrice, tout va. Non, on ne peut pas faire ça. Mais si, faut leur faire confiance et c'est des gestes après qu'on répète à la maison. Donc effectivement, c'est très important. Alors ça met la pression un petit peu, hein, ça met la pression sur les parents aussi parce que c'est déjà un job de s'occuper d'un enfant
normal, entre guillemets. Mais alors, un enfant avec ces difficultés ou ces problématiques de retard, bah, ça donne un autre job à plein temps. Donc ça, c'est pas toujours évident. Et puis, alors oui, l'idéal, c'est de tout faire bien comme tout le monde nous le dit, mais on fait aussi avec ce qu'on peut, ce qu'on a. La chance d'être au Canada, c'est que moi, j'avais un an de congé maternité. C'est une chance, mais en même temps, on s'est vite rendu compte que pour toutes les interactions sociales qu'avait besoin l'enfant, j'ai vite repris le travail et je l'ai vite mis en crèche où il y avait 20 à 30 autres enfants de tous les âges. Alors au Québec, on va jusqu'à 6 ans avant d'aller à l'école, donc on est dans ces systèmes de presque de crèche mixée à des maternelles. Mais ça a permis qu'elle sorte de la cellule familiale et qu'elle soit en contact avec plein d'enfants, plein d'éducatrices, qui fait aussi que je pense que ça a permis de rattraper son retard de langage. Je regarde un petit peu aussi tout ce que je voulais vous dire en note en même temps, mais effectivement, motricité globale, on l'a rattrapé très, très, très vite avec la physio, l'équivalent de kiné, l'ergothérapeute. Le langage, pareil, moi je me suis inquiétée quand à 12 mois, il n'y avait aucun son. Elle comprenait tout. Très très réceptive, on comprenait tout, mais il n'y avait aucun son qui sortait de sa bouche. Il y avait, voilà, il y avait pas de syllabes, on avait rien. Et à partir de 16 mois, on a commencé aussi à faire un travail avec l'orthophoniste et ça a été à 2 ans de mémoire, parce qu'il y a déjà 10 ans, mais je crois qu'à 2 ans, 2 ans et demi, c'était rattrapé. Et là, elle est en CM1 et c'est la première sur les questions de lecture, de compréhension et d'expression. Donc, on a rattrapé et on est toujours vigilant, mais c'est rattrapable. Et là aussi, elle était en zone noire et on est repassé en zone blanche en moins de 6 mois sur tout ça. Donc, franchement, je suis la preuve que tout ce que montrent les études, les expériences sont véridiques. Donc, alors après, chaque bébé est différent, chacun a son expérience, mais ça fonctionne. Ça demande beaucoup d'engagement pour nous comme parents. Nous, on a aussi donné un rôle au grand frère qui avait 12 ans euh, pour justement qu'il y ait plus d'interaction, qu'elle voit tout ce que fait son frère. On les a fait partager la même chambre aussi. Donc ça nous a permis, la petite astuce qui nous a permis le fait qu'elle était toujours aussi en interaction avec quelqu'un. Et puis si on tarde trop, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes et c'est vachement plus simple de prendre un petit problème à la fois avant qu'il devienne très très grand. Et quand on retourne dans le monde médical, l'hôpital et tout, on est vite recentré sur le cœur de l'enfant. Et à chaque fois, il faut essayer de reprendre du recul et de voir tout dans la globalité. Donc, c'est encore ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, parce que Iris a des suivis annuels. Et j'essaye de faire attention. Alors, notre astuce maintenant, enfin, notre porte d'entrée pour continuer à ce qu'elle aille bien, c'est le sport. C'est ça qui fait que ça va bien. Elle fait de l'équitation et du foot, et les deux travaillent la motricité de façon très différente. On parlait tout à l'heure des mains, et donc avec l'équitation, c'est quelque chose qui lui permet de développer ça. Et le dessin aussi. Donc voilà, donc en fait, ça va bien, mais on continue quand même de faire attention parce que bah, il y a des choses qui sont apparues et c'est des enfants qui ont besoin de se concentrer énormément, donc qui développent un petit peu des tics. Je ne sais pas si c'est le bon terme médical, mais quand elles se concentrent, on a encore des mouvements de bouche qui sont très gros. Elles plient les pieds, par exemple. Donc, il y a encore des choses comme ça où on fait attention. Euh, L'avantage aussi de ces cliniques neurocardiaques, c'est qu'ils suivent les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ça, c'est plutôt chouette aussi. Après, il y a la période transition adulte qui est importante, mais on a un suivi tout au long, même quand ça va bien. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Mais du coup, tu as encore suivi là-bas? Elle a encore un suivi là-bas, Hélène? Je savais pas.
Bah alors, indirectement, parce que j'ai gardé quelques connexions, mais oui, l'infirmière clinicienne, parce qu'il y a une infirmière qui fait le lien entre la famille et tous les spécialistes. Donc, l'infirmière clinicienne, oui, on est encore en lien. Et bah, le jour où on retourne sur le territoire canadien, oui, on réintègre Sainte-Justine. Ceci étant, quand on est revenu de Sainte-Justine, on est arrivé à Marseille avec Docteur Père et bah, c'était plus simple aussi parce qu'elle avait connaissance de tout ce fonctionnement-là. Et en étant dans l'association Petit Cœur de Beurre aussi, on a ces liens. Mais je sais que c'est pas évident, effectivement, maintenant en France, d'avoir des rendez-vous avec des spécialistes à des fréquences soutenues sans y passer tout son budget aussi. Donc, il y a plusieurs enjeux, mais les mentalités commencent à changer. Et moi, je peux que, en tant que maman, oui, conseiller les autres parents à aller consulter, à faire tout ce qui est possible pour son enfant dans les interactions avec les autres et avec la société. Ouais. L'importance de l'entourage. Nous, on était quand même isolés, sans famille, donc d'où l'envie d'être très vite à la crèche avec d'autres enfants. Euh, donc voilà. Mais c'est sûr que c'est un job, Un job à plein temps. c'est un job important. Ouais. Merci beaucoup, Hélène, en tout cas pour ce témoignage. Effectivement, on rêve tous de ce genre de prise en charge, ça c'est sûr. Moi, j'ai plein de fois, je me suis dit, il faut que je déménage. Mais voilà, on va voir justement, on va pouvoir voir un petit peu. On a quand même justement la chance d'avoir des professionnels bah, comme Béatrice, comme d'autres aussi. On travaille beaucoup avec une personne qui est aussi experte et qui ramène un peu bah, toutes ces tendances nord-américaines en France. Et c'est en train de diffuser. Donc voilà, donc, on voulait vous partager un petit peu aussi justement les ressources qui arrivent. Et puis au-delà, ouais, pour faire ce suivi, au-delà de l'action des parents. Hop. Effectivement, donc nous, ce que l'on voit hein, sur ces sujets autour du neurodéveloppement des enfants qui sont nés avec une cardiopathie, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, on l'a vu et vous l'avez dit aussi dans vos questions, c'est qu'il y a encore euh, plein de moments, enfin plein de parents qui ne sont pas informés. Et donc, nous, on a tout un travail aussi d'information. Et ça, Gaëlle, toi, tu as commencé à travailler là-dessus maintenant il y a plusieurs années pour sensibiliser les cardios, pour qu'ils vous en parlent. Voilà, parce que quand on met les mots dessus, enfin, vous l'avez bien dit tout à l'heure dans vos réactions, bah, on se dit, je savais que il y avait quelque chose. Ça fait du bien de savoir que, bah oui, ce que je vois, c'est bien réel. Et ça donne aussi confiance en tant que parent sur ce qu'on peut observer chez son enfant et la manière dont on peut l'accompagner. Et puis, ça donne aussi cette ouverture à la vigilance au-delà du cœur. Parce que c'est vrai que c'est déjà un énorme travail hein, en tant que parent d'accompagner son enfant dans toute la partie cardiaque. Il y a beaucoup de suivi, il y a beaucoup de rendez-vous. Voilà, il y a des opérations qui sont parfois lourdes. Donc, ce n'est pas des moments faciles. Ça demande aussi de la disponibilité, à la fois en termes de temps, mais aussi de soutien émotionnel. Et puis, bah, on rajoute encore cette histoire de neurodéveloppement. Donc, ça fait une couche supplémentaire. Tu l'as dit, Hélène, c'est la deuxième annonce, le deuxième effet qui se coule. Mais c'est vrai que quand on le sait, au moins, déjà, on gagne plus facilement en action, puisqu'on va moins se poser de questions, on va moins attendre peut-être avant de consulter. En plus, on a souvent aussi des discours qui peuvent nous dire, bah oui, c'est normal avec ce qu'il a vécu, etc. Et en fait, finalement, si on est plus rapidement dans l'action, bah, c'est aussi ce temps-là qu'on va gagner pour nos enfants. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un travail de l'association pour essayer de faire connaître et de mieux communiquer sur ce neurodéveloppement. Voilà, même s'il faut encore trouver quel est le bon moment pour en parler. Ensuite, bah, on travaille aussi on va le voir, hein, pour soutenir les initiatives à la fois des centres de compétences hein, de cardiologie ou de médecins pour justement nous aider à détecter au plus tôt et donc d'avoir un peu ce que Hélène en parlait tout à l'heure, ces questionnaires. Donc, on va voir un peu ce qui se passe sur le territoire. Et puis, bah, comme on l'a fait aujourd'hui, on voulait aussi regarder comment on pouvait prévenir et stimuler. Donc, ça passe aussi là par l'action des parents. Et c'est pour ça que ça nous semblait important de vous donner cette information finalement que Béatrice là, détient, qu'on détient un peu dans l'association. Et c'est pour ça aussi qu'on va essayer de faire des outils pour aider les parents là-dessus. Voilà, donc quelles sont les initiatives aujourd'hui que l'on voit qui s'inspirent un peu de ce modèle nord-américain? Donc, on a parlé beaucoup du réseau Cocon. Donc, le réseau Cocon, c'est le réseau de suivi des enfants vulnérables, donc qui va suivre les enfants prématurés, mais aussi
les enfants qui ont une cardiopathie congénitale, qui vont avoir des rendez-vous alors, à des âges spécifiques. Je ne sais plus si c'est 1 an, 3 ans, 5 ans ou tous les ans. Et derrière, si on détecte des retards, justement, on va pouvoir mettre en place une prise en charge à travers un réseau de professionnels. Et donc, il y a en plus une prise en charge financière qui est faite. Donc ça, c'est quelque chose, donc, comme tu l'as dit, Béatrice, qui est en cours de test sur cette région, donc Nouvelle-Aquitaine, PACA et Occitanie. Mais il y a aussi des réseaux de suivi d'enfants vulnérables dans toute la France. Et d'ailleurs, avec Béatrice, on va aussi les former pour détecter ces signes précoces et leur faire aussi connaître le fait qu'il y a un lien justement entre les cardiopathies et le neurodéveloppement. Parce qu'effectivement, en fait, les cardiopathies, il y en a, oui, beaucoup, mais parfois pas suffisamment pour que ce soit volumique et que finalement les médecins rencontrent plusieurs enfants qui ont des cardiopathies et aient ce genre de réflexe. Donc voilà, on a besoin de les former. Et merci d'ailleurs, Béatrice, de nous aider pour ça. Avec plaisir. Ensuite, on a la chance d'avoir, par exemple, à Nantes, quelque chose qui va se mettre en place, là, c'est en cours, pour dépister systématiquement. Donc, à chaque fois que l'enfant va venir faire son suivi cardio, il aura aussi un dépistage neuro et un compte rendu, on va dire, pluridisciplinaire. Donc, c'est ça qui est assez innovant, donc on trouve super et qu'on soutient. C'est que les parents auront à la fois le cardio et le neuropsy qui feront un bilan de l'enfant et de son suivi, de comment il va. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir cette approche globale. Donc, ça, c'est super. Ensuite, à Lille, j'ai vu qu'il y avait des gens, je crois, à Lille. Il y a une petite fille qui va bientôt se faire opérer à Lille. Il y a aussi un protocole là, qui est mis en place pour avoir un questionnaire de dépistage, donc un peu ce dont parlait Hélène tout à l'heure, systématique avant les rendez-vous de suivi. Et derrière, si on dépiste quelque chose, donc ça, c'est vraiment vous, en tant que parent, qui allez observer et remplir ces questionnaires, qui sont des questionnaires justement de comment se comporte l'enfant. Et s'il y a quelque chose qui va alerter les professionnels, vous allez être contacté par des coordinatrices qui vont vous aider aussi à mettre en place une démarche avec des professionnels pour le suivi de votre enfant. Donc ça, c'est top. Voilà, on a parlé de la clinique neurocardio avec Béatrice. Et donc, peut-être pour ceux qui sont parisiens ou en Île-de-France, vous voyez qu'il n'y a pas forcément d'étoiles. Et c'est ce à quoi on travaille là beaucoup avec Gaëlle pour mettre en place aussi ce réseau de suivi à travers le réseau de suivi des enfants vulnérables qui aujourd'hui n'intègre pas les enfants qui ont des cardiopathies congénitales. Et donc là, on est en train d'essayer de pousser pour que nos enfants puissent intégrer, ou en tout cas aussi des futurs enfants, puissent être intégrés dans ces réseaux qui vont permettre de dépister. Voilà, donc ça, c'est top. Quand on peut en bénéficier, c'est super. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me dire, quand on ne peut pas en bénéficier, voilà, Béatrice nous en a parlé. Nous, on a essayé de développer sur notre site Internet, il y a une page qui est dédiée au développement des enfants nés avec une malformation congénitale, cardiaque, pardon. Et vous allez retrouver les vidéos dont on parlait tout à l'heure. On remettra bien sûr cette vidéo aussi d'aujourd'hui. Ça vous donne déjà un peu les clés pour comprendre d'où ça vient, etc. Et puis, on est en train de travailler aussi sur un kit, une guidance parentale qu'on aimerait bien lancer et qu'on développe justement, notamment avec Béatrice. Donc, on a fait cette petite roue là que nous montre Gaëlle, qui nous permet d'avoir une idée de finalement à 3-4 mois, qu'est-ce que je peux attendre de mon enfant, 4-6 mois, voilà, quelles sont les choses qu'il devrait savoir faire. Et s'il ne sait pas le faire, du coup, ça veut dire que je dois les stimuler. Donc voilà, on l'a fait sur les 36 premiers mois et au verso aussi jusqu'au lycée. Donc voilà, ça permet d'avoir quelques repères. C'est très synthétique, mais c'est quelques repères à avoir en tête. Et on voudrait l'accompagner d'un livret qui permet aussi d'avoir ces quelques tips dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quand mon bébé est tout petit, le mettre sur le ventre, voilà, ne pas avoir peur de cette fameuse cicatrice, c'est vrai, parce que parfois on peut avoir des discours aussi de attention, c'est pas tout de suite, mais en fait non, on peut y aller, c'est solide, donc allons-y, mettons-le sur le ventre, c'est ça qui va développer ses avant-bras. Comment aussi écrire sur des tableaux, voilà, parce que la fonction d'écriture quand on est debout, ça développe aussi les membres supérieurs. Voilà, faire du découpage, parler à notre bébé, lire des histoires, regarder des imagés, nommer les choses pour l'aider à apprendre ce langage. Et puis après, effectivement, tout ce qui est jeux de société pour faire des mémos, voilà, des jeux, je ne sais pas, en ce moment, la grande mode, c'est Skyjo, je crois. Voilà, des jeux comme ça qui se jouent en famille avec les frères et sœurs, avec les parents. Et les enfants, effectivement, adorent jouer avec les parents. Je pense que ça, vous le savez tous. Et donc, on a ces astuces-là qu'on voudrait regrouper dans cette guidance
qu'on est en train de construire, notamment avec Béatrice, qui va, je suis sûre, bientôt nous renvoyer ses retours là-dessus. Voilà, donc c'était un petit peu les messages qu'on voulait vous faire passer. Si vous avez encore des questions, je ne sais pas, Gaëlle, s'il y a encore des questions un peu pour tout le monde. On a débordé, hein, on est désolé, c'est vrai que ça nous semblait un peu. Déjà, je pense que ce qu'il faut vraiment le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'était de vous informer qu'effectivement, il y a des réseaux de professionnels de santé qui peuvent vous aider, mais surtout, ayez confiance en vous, en votre rôle de parent, sur le fait que vous avez aussi clairement votre rôle à jouer, alors, sans vous mettre la pression non plus, hein, mais on a parlé de brouettes, enfin, vous voyez, c'est vraiment des petites choses de quotidien. Ayez confiance en vous, en fait, vous pouvez vraiment aider votre enfant et soyez vraiment très à l'écoute de ce que les professionnels peuvent vous dire. Moi, je sais que par exemple, pour mon fils a été suivi pendant longtemps en psychomotricité. Et à la fin de chaque rendez-vous, chaque semaine, la psychomate me prenait 2-3 minutes pour me dire, bah, tiens, on a travaillé sur ça, ce serait bien que cette semaine, vous fassiez ça. Et en fait, c'est vrai que, OK, 1 heure par semaine, c'était bien pour lui, mais vraiment, le gros du travail, ça a été ce que j'ai fait avec lui au quotidien, à reprendre les imagiers, parce que moi, mes 4 premiers enfants, ils n'avaient pas tellement utilisé les imagiers, mais là, et bien finalement, pour mon fils, j'avais besoin d'un imagier, donc on a repris les imagiers pour travailler sur le langage. Donc vraiment, c'est des petites choses de quotidien et faites-vous confiance. Et si je peux me permettre, Yael, n'hésitez pas à demander si vous pouvez filmer ce que fait le spécialiste. Parce qu'une fois on a beaucoup d'informations dans ces rendez-vous, on arrive à la maison et puis on se dit, ah mince, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire? Dans le doute, eh ben, on ne le fait pas parce qu'on se dit, on va mal faire. Et finalement, si on note ou si on filme, c'est plus simple. Et puis, notez toutes vos questions que vous avez au fil du temps avec vos enfants pour les donner aux spécialistes le moment venu, même si les questions elles vous paraissent bêtes, simples, déjà posées, etc. Bah, ça vous rassure après, donc ça favorise. Et effectivement, je pense que vous en avez parlé aussi dans le chat. Il faut aussi, vous, que vous ayez votre soutien. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à trouver vos ressources parce que c'est pas facile déjà d'être parent. C'est encore moins facile d'être parent d'enfants qui ont des maladies chroniques. Donc, voilà, trouvez des ressources. Faites-vous soutenir, vous aussi, par des psys, par l'association. Enfin, voilà, nous, on a tout un réseau de bénévoles hein, dans l'association qui est là aussi pour partager parce que c'est intéressant de partager avec d'autres parents qui vivent la même chose. Et puis certains aussi qui ont des enfants plus grands et qui sont passés à travers ces troubles du neurodéveloppement et qui peuvent aussi vous orienter là-dessus. Voilà, il y a des spécificités locales, on ne peut pas toutes les nommer aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous contacter aussi sur l'asso pour ça. Voilà, je vois Madame Chomard, je pense, ou Monsieur Chomard qui nous parle. On vous répondra dans le chat si vous voulez aussi pour ces questions-là puisque c'est bientôt l'heure de la chasse aux œufs. Donc, je vais peut-être vous dire un grand merci à tous. Et puis voilà, c'est le début. On continue à travailler sur ces sujets pour aider à aider nos enfants.